Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier technique de l'écosystème d'excellence propulsion et énergie embarquée. Je suis Eric Pupier, de la structure permanente Aerospace Valley et donc copilote de cet écosystème d'excellence. Nous aurons 3 intervenants et Fabienne aussi pourra intervenir sur vos questions sur l'Europe en particulier en rebond de la plantation de Kader. Je vais laisser peut-être les participants, les intervenants se présenter et après on enclenche. J'enclencherai sur le sommaire. Donc, Serge Béranger. Serge. Serge Béranger, donc je suis le directeur de l'innovation et de la recherche du groupe Latécoère, dans ces 2 activités, aérostructure et interconnexion. Et je préside l'écosystème d'excellence propulsion énergie embarquée. Bonjour à tous, Kader Machou, je suis responsable des programmes hérités et la propriété industrielle pour Liber Aerospace Toulouse. Et je participe également à l'animation de cet écosystème pour supporter Eric dans cet exercice. Bonjour à tous, je suis Fabienne Davran, je suis responsable Europe au pôle Aerospace Valley et je suis là en soutien d'Eric si vous avez des questions sur les financements européens pour cet écosystème. Merci. Donc rapidement le sommaire. Alors le carré, comme l'a dit ce matin Pierre Moschetti et Serge, l'ont dit Pierre Moschetti et Serge Béranger ce matin pendant l'interview, est au cœur de la révolution énergie présentée par le CORAC, un des piliers du CORAC. On a parlé il y a quelques années, quelques mois, de beaucoup de batteries. On commence à parler très intensément d'hydrogène et de Sustainable Aviation Fuel. On va essayer de revoir tout ça rapidement aujourd'hui. Aujourd'hui, les grands groupes se dévoilent sur leur stratégie, notamment Airbus au mois d'octobre dernier, notamment sur les avions concept à hydrogène. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le carré et PE est fortement lié aussi à l'initiative Maël, on en reparlera. Donc, rapidement, Serge va nous faire une introduction sur les dispositifs principalement nationaux et particulièrement sur le focus CORAC énergie propulsion. Il y aura 5 minutes de questions. Vous pouvez aussi poser les questions par chat où vous aurez accès pendant un petit temps à des questions au micro. Ensuite, Kader nous apportera des précisions sur le futur programme européen Clean Aviation qui doit prendre la suite de Clean Sky, avec derrière 5 minutes de questions. Là aussi, vous pourrez les poser par chat. On les reprendra. Et je vous présenterai les opportunités de Maël, ce programme aviation légère décarbonée, éco-responsable, en soutien des 2 régions, donc avec le soutien des 2 régions, là aussi 5 minutes. Serge reprendra la parole pour nous parler de formation et de liens industrie-académie auxquels il tient tant et il a raison. Et nous terminerons environ 30 minutes, peut-être plus, pour des questions et débats. On reprendra les questions de chat auxquelles on n'aura pas répondu et éventuellement vous pourrez prendre la parole. Voilà, je précise que le webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay dès demain, ainsi que la présentation. Voilà, donc je vais laisser la parole à Serge. Alors, si tout va bien, j'ai récupéré vous devez m'entendre, si tout va bien. Alors, je déteste les slides, c'est pour ça que j'en fais peu et je vais surtout vous parler de l'ensemble de la démarche. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà ont eu la chance ce matin d'écouter le speech qu'on a fait tous les deux avec Pierre Moschetti, enregistré la semaine dernière. L'idée est de bien identifier quels sont les acteurs, quels sont les dispositifs de ce plan de soutien et à quoi ça sert. Donc, déjà, en quelques mots, le CORAC, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le Conseil pour la recherche aéronautique civile, qui est finalement une combinaison des compétences de l'État et des compétences industrielles.
On retrouve au CORAC les acteurs majeurs de la filière aéronautique, hein, les gros, ainsi que les associations qui permettent de fédérer les besoins des entreprises de plus petite taille ou de taille plus modeste. Donc au sein du CORAC, au travers d'un exercice qui est maintenant, le CORAC a été fondé il y a presque 10 ans, hein, je crois, de mémoire, et bien sûr, il s'est saisi des enjeux du plan de relance pour accompagner la filière dans cette épreuve. Avant la crise, hein, on avait déjà dans le travail de fond de la filière identifié 3 révolutions que sont les révolutions de l'énergie, les révolutions des opérations et la révolution de la compétitivité, même si ça a changé de nom entre-temps, finalement, c'est bien les bons emblèmes aujourd'hui de ces trois flux. Et donc, à l'image de l'écosystème d'excellence propulsion énergie embarquée d'Aerospace Valley, il y a une révolution au niveau national qui s'appelle Révolution de l'énergie, dans laquelle on retrouve ces enjeux-là. Pas seulement, mais ces enjeux-là. Alors, ce qui est important d'avoir en tête aussi, et c'est un message que Pierre a rappelé ce matin, donc ça c'est important d'avoir ça en tête, c'est que les soutiens publics aujourd'hui qui sont centralisés et gérés par la DGAC ont comme vocation d'accompagner la transformation de la filière, et dans le cadre du plan de relance. Donc c'est pour ça que vous voyez au milieu de l'écran là les logos que j'ai regroupés du CORAC, de la DGAC, du plan de relance et du GIFAS qui finalement fédèrent au niveau national, même si ils ont des émanations en région, mais fédèrent au niveau national ce plan de relance. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête parce qu'on a des moyens, même s'ils sont importants, hein, les moyens consacrés par la nation au plan de relance sont importants. Néanmoins, il faut qu'on en fasse le meilleur usage de cet argent. C'est pour ça que pour obtenir des résultats les plus efficaces possibles, il faut d'abord soutenir et accompagner les locomotives de la filière que sont Airbus, Safran, Thales, Dassault, et puis des entreprises de taille un petit peu plus modeste comme celle de Kader et la mienne, pour finalement derrière donner du sens et un vrai sens industriel aux produits qui seront développés. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Développer une activité spontanée peut avoir de la valeur, mais on sait qu'il y a beaucoup de pertes en ligne et les technologies sur lesquelles on travaille doivent avoir des débouchés industriels. Et ces débouchés industriels, eh bien, ils sont portés par les avionneurs et les équipementiers majeurs. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Après, sur le côté, vous retrouvez le gouvernement, BPI-France, qui sont finalement les opérateurs financiers d'un autre volet du plan de soutien, qui est celui qui est porté par la Direction générale des entreprises, par Bercy, et qui a vocation à accompagner le développement de la compétitivité de nos entreprises. Donc ça, ce sont des programmes qui sont des programmes beaucoup plus, on va dire, généraux de soutien qui ne sont pas associés à une filière, mais à un état de la compétitivité de l'industrie. L'Agence de l'innovation, l'ADEME, a un rôle particulier que j'ai laissé un petit peu seul et que je n'ai pas voulu regrouper dans un bloc ou dans un autre, mais qui est très importante parce qu'elle a la capacité à accompagner des idées qui peuvent être des idées vraiment bottom-up et pas des idées qui sont des idées cadrées par un plan de relance qui a une vocation industrielle. Ça ne veut pas dire que l'ADEME n'a pas de vocation industrielle, mais ce n'est pas tout à fait la même mission. Bien sûr, on a au niveau de l'Europe le programme Clean Sky plus Clean Aviation qui lui succède. Kader en dira quelques mots. Et en socle, pour nous, finalement, on retrouve les 2 régions, Aerospace Valley, qui a cette mission d'accompagnement des adhérents en région,
la coordination finalement des politiques de région et l'interface avec les enjeux de la nation. Et puis bien sûr le programme MAEL, qui est un programme de démonstrateur technologique qui peut avoir des ambitions industrielles, mais qui a surtout dans cette logique de propulsion et d'énergie embarquée une vocation de démonstrateur technologique et de premier entraînement vers une série, on l'espère, d'innovations qui vont soutenir la propulsion de demain. Donc ça, c'est important d'avoir ces éléments en tête. Alors, le rôle d'Aerospace Valley dans cet écosystème-là, c'est vraiment un rôle d'interface et d'accompagnement, de soutien auprès de chacun des adhérents. C'est pour ça d'ailleurs que même si l'ATECOR, depuis un certain temps, presque un siècle, ne fait plus d'avions, j'ai voulu prendre la présidence de cet écosystème PE parce que c'est important d'assurer que la déclinaison des enjeux de la nation soit bien opérée sur le territoire. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'enjeu industriel pour la TECOR, bien sûr, dans cette démarche-là, mais c'est très important pour l'ensemble de la filière et son implantation dans les deux régions. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Donc, si j'ai la main, je peux tourner la page. Voilà. Donc, alors, si on rentre un petit peu plus dans les horizons de temps, parce que ce qui peut faire un peu peur à l'ensemble des acteurs de la région, bien sûr, les acteurs industriels de la région, c'est que finalement, ces programmes-là, ils arrivent au calendrier grec. On va obtenir des résultats à l'infini des temps. Donc ça, c'est important d'avoir en tête que oui, il y a du temps long, alors surtout quand on parle d'hydrogène, mais il faut aussi accepter de travailler dans le temps long pour structurer la filière. Donc c'est pour ça que des programmes comme MAEL sont des programmes qui sont intéressants parce que c'est des démonstrateurs technologiques aujourd'hui, ce sont finalement des plateformes qui permettent d'amorcer la démarche, qui est une démarche de long terme, comme vous pouvez le voir. Il faut aussi avoir en tête que, en particulier au niveau du transport commercial, cette feuille de route, elle va avoir deux chemins parallèles. Il y a un chemin qui correspond finalement à la mise en service d'une solution plus éco-responsable que celle qu'on a aujourd'hui, même si on n'est pas si mauvais quand même, j'en dirais quelques mots. En termes d'efficacité carburant, avec l'utilisation des Sustainable Aviation Fuel, et puis quelque chose qui va être un petit peu plus en rupture, voire fondamentalement en rupture, à horizon plus lointain, et qui permettra de tenir les enjeux de la décarbonation au niveau du transport aérien, déjà en Europe et ensuite au niveau mondial. Et en dessous, on retrouve une autre ligne, dans laquelle on retrouve ces démonstrateurs technologiques avec l'aviation générale, quelques activités de drones qui peuvent supporter ça. Mais surtout une cible d'aviation régionale à laquelle je crois beaucoup, alors on verra ce que ça donnera, mais qui est un avion régional décarboné sur lequel, au-delà de l'aviation générale portée par les deux projets, il y a MAEL et puis il y a les projets de Daher, là, qu'on voit à l'écran aussi, sur lesquels finalement on va pouvoir, je l'espère, aboutir à un avion régional décarboné à un horizon qui n'est pas celui de 2050 dont on parle aujourd'hui. Donc c'est à espérer, on verra, en tout cas travaillons-y. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est une étape nécessaire en termes de mise en œuvre technologique avant de le décliner vers un moyen courrier décarboné à grande échelle planétaire. Ensuite, les autres projets qui sont les lignes, que sont les projets hélicoptères, aviation d'affaires, ont aussi beaucoup de sens en termes d'architecture et de développement technologique. Donc là, on n'a pas forcément les mêmes technologies ni les mêmes besoins dans ces deux lignes-là, mais le travail technologique qui est engagé est aussi quelque chose qui va permettre
de développer les compétences et d'asseoir la robustesse de la filière industrielle. Donc, vous avez tous suivi le lancement du nouveau Falcon là, qui a fait son entrée, sa première entrée en tout cas il y a quelques jours. Et là aussi, dans cette feuille de route, des technologies de rupture permettront d'avancer vers un avion d'affaires en rupture par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et ensuite, il n'y a pas que le porteur qui est au cœur de cette feuille de route du CORAC. Il y a aussi les opérations avec donc, la dimension maintenance aéroportuaire, mais aussi les trajectoires, l'Air Traffic Management, l'ATM, qui permet finalement de trouver des alternatives assez simples et qu'on peut mettre en œuvre, enfin simple, c'est difficile à mettre en œuvre, mais en tout cas des solutions qui peuvent être mises en œuvre assez rapidement en utilisant partiellement la flotte existante sans avoir à faire de grosses modifications de porteurs. Donc, cette feuille de route, dont je voulais parler en quelques mots là, c'est une feuille de route qui est, vous le savez, très ambitieuse. L'investissement qui est fait aujourd'hui par l'État est considérable. Gardons en tête que 1,5 milliard de soutien à l'innovation et au développement sur les 2 années qui viennent, jusqu'en 2022, c'est absolument considérable en termes d'engagement, bien sûr. Alors, vous voyez que pour pouvoir tenir la rupture et le développement sur un horizon de temps aussi long que celui-ci, eh bien, il va falloir continuer à injecter de l'argent public. Et injecter de l'argent public pour soutenir la filière, qui sera nécessaire pour opérer cette rupture, cet investissement-là, il devra se faire, c'est pour ça qu'on doit être efficace aussi, il devra se faire sur la base de réussite. Il faudra avoir réussi les premiers mouvements en 2022, en 2023, pour que finalement, ça tombe sous le sens que les soutiens publics sont essentiels au développement des solutions du plan de relance. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment avoir en tête. Il ne s'agit pas comme dit Pierre, j'aime bien son terme, par effet d'aubaine, d'essayer de récupérer des financements. On est contraint à la réussite, puisque pour pouvoir tenir sur cet horizon de temps la transformation, il va falloir que les pouvoirs publics continuent à soutenir la filière dans la durée. Donc, vous savez, Eric en dira quelques mots plus tard, bien sûr, dans le cours de l'exposé, qu'il y a plusieurs voies qui sont parcourues sur la motorisation. D'abord, augmenter les taux de dilution pour améliorer l'efficacité de la propulsion. Ensuite, le recours aux carburants qui ne sont pas des carburants fossiles, mais des carburants, on va dire, soutenables, si on fait une mauvaise traduction. À partir donc qui permettent d'exploiter une filière renouvelable. Et puis, dans un horizon un peu plus lointain, l'hydrogène comme solution énergétique, comme carburant de propulsion. Alors, je voulais terminer, c'est ce que j'avais dit aussi ce matin dans le speech, que ça ne fonctionne, tout ça ne fonctionnera, cette efficacité ne sera atteinte qu'au prix et grâce, on va dire pas au prix, mais grâce à une coordination à plusieurs dimensions. D'abord entre l'État et les régions, pour que les politiques de soutien soient coordonnées et on travaille beaucoup tous ensemble, autant en région qu'au niveau de la nation à ça. Nadia Pelfig l'a dit aussi ce matin. L'autre aspect absolument indispensable, c'est bien sûr la coordination des industriels entre eux pour que cet effort se traduise par le développement de produits au sens large, de produits qui soient des produits qui permettent d'ancrer industriellement la filière. Et ensuite, c'est le monde académique, et j'en redirai quelques mots derrière, qui a un rôle fondamental d'accompagnement de la mutation des métiers.
les ruptures auxquelles on doit faire face vont demander des compétences qui sont absolument indispensables pour pouvoir réussir cette migration. Voilà ce que je voulais vous dire au début. Alors, je crois qu'on a des petites questions, non? C'est pas ça? Voilà, 5 minutes de questions. Je n'en ai pas par le chat. Enfin, je n'en vois pas en tout cas. Je ne sais pas si Jennifer en a, mais moi, j'en ai pas. Si vous avez des questions, ben, écoutez, on vous écoute. C'est difficile la première question. Hein. Oui, alors moi, je vais t'en poser une. Cette feuille de route qui est affichée est celle du CORAC. Ça, c'est celle qui est affichée là, c'est celle du plan de relance aéronautique. En fait, on se pose beaucoup de questions sur ce plan de relance aéronautique et il existe une communication qui est faite par le gouvernement, qui est disponible sur le site du gouvernement, sur le site de Bercy, et auquel vous pouvez accéder. C'est le dossier de presse du plan de relance. Et donc ça, c'est extrait du dossier de presse du plan de relance. Parce que bien sûr, il existe un certain nombre de contraintes de confidentialité qui nous empêchent de diffuser des éléments qui ne sont pas des éléments validés par l'ensemble des acteurs de la filière. On serait ravis d'obtenir les feuilles de route de l'ensemble de nos concurrents, Airbus pour Boeing, Honeywell pour Safran, etc. Donc, on a besoin d'avoir un minimum de confidentialité dans les feuilles de route qui sont construites. Mais ça, c'est de la donnée publique. Ok. Une autre question, c'est ce matin, Pierre Moschetti a parlé d'un accès facilité pour les PME à des projets qui ne seraient pas forcément fortement encadrés par les grands groupes. Est-ce que tu peux préciser? Oui, alors il existe un dispositif qui est piloté par la DGSE en région, donc dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. C'est Patrick Bodénan qui est l'interface de la DGSE en région et qui anime avec le soutien du GIFAS, donc Régis Binet, finalement. C'est pas le guichet, c'est ce que le mot que je veux éviter, c'est guichet. Donc je le prononce comme ça, vous savez que c'est ce que je ne veux pas dire. Et le but de ce dispositif, c'est d'aller directement aux proches des entreprises et de donner un accès à chacune des entreprises à finalement des éléments de positionnement que la DGAC va pouvoir apporter dans cette grande feuille de route. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un rôle que la DGAC remplit un peu de façon très, très intéressante d'ailleurs, parce que moi je pense que c'est un peu le rôle de la DGAC d'être finalement un interlocuteur de l'ensemble des entreprises qui ont un projet innovant, donc qui contient des éléments de R&D. Donc il faut avoir bien sûr de la R&D pour faire de l'innovation. Hein. Il s'agit de projets innovants. Donc, lorsqu'on veut développer des projets innovants, cette porte d'entrée est tout à fait ouverte. Donc, c'est corac-pme.fr. C'est un dispositif qui est géré par le GIFAS, par Régis Binet, donc qui collecte le développement. Et Aerospace Valley, là-dedans, est aussi un catalyseur de ces propositions. Aerospace Valley peut aussi aider chacun des adhérents à rentrer en contact avec les acteurs de la DGAC en région qui visent directement les entreprises innovantes. Alors, il y a un chiffre qui avait été cité par Pierre ce matin qui est important d'avoir en tête aussi. Et qui se retrouve, je ne suis pas sûr qu'il soit dans le dossier de presse, mais il l'a dit ce matin, c'est que finalement, dans les soutiens publics qui sont réalisés aujourd'hui, la moitié des soutiens publics est déjà fait en région, c'est-à-dire dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc 50% de cet investissement public
est consacré aux régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc cet argent finalement structurant pour la filière, il est déjà en région. Alors après, bien sûr, puisque la mission de la DGAC est de soutenir les locomotives, c'est au travers des activités des avionneurs que vont pouvoir se matérialiser un certain nombre de coopérations entre les grands acteurs de la filière et les PME, tous les adhérents du pôle. Le chemin par là. J'ai trois questions. Je ne sais pas si vous voulez poser en direct, n'hésitez pas. Oui. Bonjour. Gilles Rosenberger, Faraday Aerospace. Serge, vous avez parlé d'éléments de positionnement. Je ne suis pas certain de bien comprendre ce dont il s'agit. C'est-à-dire vous utilisez les éléments de positionnement proposés par le dispositif régional DGAC et GIFAS. Et donc, cette articulation. Il existe pour les PME qui ont une capacité à réaliser de la R&D avec une vocation bien sûr de transformation de ces projets en produits. Il faut que la chaîne soit un peu cohérente pour qu'elle ait du sens. Il existe un dispositif qui aujourd'hui est un dispositif d'accompagnement direct de la DGAC et opéré par le GIFAS. Ça s'appelle CORAC PME. Merci. Oui, Cordula Barzani, enseignante-chercheuse à Toulouse Business School. Est-ce que vous êtes assez optimiste à maintenir l'intérêt des jeunes générations par le secteur? Parce que actuellement, la crise, elle dure plus longtemps que prévu. Et on a vu des maintes jeunes, finalement, de se réorienter rapidement parce qu'ils sont obligés de le faire. Je pense que c'est un problème majeur. Cordula, on est absolument d'accord avec vous là-dessus. Je pense que c'est un des défis les plus lourds que nous allons devoir relever, tant au niveau national d'ailleurs, dans les filières techniques, pour réalimenter finalement la pompe qui permet d'aspirer les désirs des jeunes et l'envie de se lancer dans ces métiers avec du plaisir et on a le droit de rêver. Donc ça, c'est vraiment important que cette pompe soit réamorcée. Et c'est pour ça que les industriels doivent s'engager avec le monde académique. Et moi, j'y passe beaucoup d'énergie et de conviction parce que j'en suis archi convaincu. On anticipe sur ce que je voulais dire derrière, mais il est fondamental que les régions nous aident, les industriels et les académiques, à donner envie. Donc les industriels doivent pouvoir accueillir des jeunes en formation, doivent pouvoir les soutenir finalement ces initiatives, ce plaisir avec des choses concrètes que sont des stages, par exemple. Le fait de prendre des jeunes en stage, en formation continue, en alternance. Donc tous les dispositifs qui permettent d'accrocher les jeunes, c'est important. Ça commence à l'école, ça commence au primaire. Il faut aller au primaire, il faut présenter les métiers, les semaines des métiers au primaire, c'est important, il faut le faire. Et là, les industriels doivent le faire, les industriels doivent aller dans les écoles et ça doit être facilité par les régions. Je pense que ça, et en particulier en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, qui concentrent 50% des ressources industrielles et technologiques. Et avant les stages, on a même aussi des projets collaboratifs. Absolument. Et on n'attend que ça pour accompagner les jeunes, pour apprendre avec les industriels. Et je me répète, pour ceux qui me connaissent déjà, le temps étudiant est quand même donné à titre gracieux. Alors, entrepreneurs, entreprises de toute taille, n'hésitez pas justement de rechercher ces collaborations. C'est très, très important. On l'a sous les yeux. C'est évident que ces enjeux-là vont demander des compétences. On ne fait pas une rupture parce qu'on a un compte en banque. On fait une rupture parce qu'on a les idées, qu'on a les solutions, qu'on a les technologies.
Et un programme comme Maël, justement, qui n'est pas sur cette planche-là, parce que ça, c'est celle du plan de relance, mais un programme comme Maël est un excellent vecteur de motivation parce que on va avoir un objet volant qui va décoller. Et ça, pour motiver les jeunes à choisir ce métier formidable, c'est fondamental. Donc Maël doit vraiment servir à ça. Je pense que la communication des régions, d'ailleurs, doit essayer de faire levier de ce projet-là au maximum pour attirer les jeunes. Merci. Merci. J'ai une question de Bertrand Pavageau. Je ne sais pas s'il veut prendre la parole. Bertrand? Oui, comme vous voulez, je peux poser ma question. Bonjour, Bertrand Pavageau, Société Solvay. Par rapport à la feuille de route que vous présentez, donc, qui est une ressource publique, je voulais savoir si les donneurs d'ordre, les OIM, se retrouvaient en fait dans ce schéma très simplifié des tendances technologiques que vous venez de nous présenter. Ben, en fait, ils font plus que s'y retrouver parce que c'est eux qui l'ont fait. En fait, donc, cette feuille de route, qui est produite par le CORAC. Je rappelle au CORAC, hein, donc les membres du CORAC, c'est Airbus, Safran, Dassault, Thales, Liebherr, Latécoère, Hutchinson, j'en oublie bien sûr, Stelia, et bon, je vais en oublier. Dans ce genre de truc, on oublie, on en perd toujours un ou deux. Et puis, les représentants du GEAD, donc du groupement des équipements de l'aéronautique et de la défense, et puis Aéro-PME, qui est finalement une image aussi de la famille des PME qui est difficile à rendre parce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. Et c'est donc au prix d'un travail qui n'est pas un travail qui a été fait, qui a commencé en mars 2020. Le travail de constitution des feuilles de route, c'est quelque chose qui est engagé depuis 10 ans. Et cette feuille de route-là, le premier draft de cette feuille de route-là, moi j'ai rejoint le CORAC en 2016 ou 2017, je ne sais plus, en tant qu'individu, on travaille sur ces sujets-là depuis ce moment-là. Donc ça fait déjà, moi déjà, ça fait 5 ans qu'on est sur ces sujets-là. Donc c'est la feuille de route des industriels. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que cette feuille de route était très attendue par les membres de PE, de l'écosystème d'excellence. Donc là, on la voit, elle est très simplifiée, mais au moins elle existe. Je n'ai plus de questions, donc on va peut-être passer à la partie de Kader, s'il veut bien prendre la parole et prendre la main. Merci Kader. Ok. Bon, du coup, nous avons eu l'occasion aujourd'hui d'avoir un éclairage sur les différents dispositifs de soutien au niveau national. On propose du coup de compléter cette vue en vous présentant une initiative qui est en cours d'élaboration au niveau européen, qui est le programme Clean Aviation. Ce programme est en cours de construction. Les premiers appels à projets arriveront fin d'année. Par contre, on pense qu'il serait quand même pertinent que dès à présent, les membres du pôle Aerospace Vallée aient connaissance des lignes directrices de ce programme, des échéances à venir, des jalons majeurs, notamment d'ici la fin de l'année, pour justement saisir cette opportunité afin justement d'accéder à un soutien complémentaire et très significatif. Bon, comme vous le savez, depuis plusieurs années, au niveau européen, sont mis en place des programmes dits structurants, tels que Clean Sky. Actuellement, nous sommes dans le cadre de Clean Sky 2, qui se terminera en 2023. Ces programmes sont complémentaires aux initiatives et aux projets qui sont menés au niveau national. Ils ont permis des réalisations majeures, justement pour dérisquer des technologies jusqu'à un niveau de maturité élevé. On parle de TR6 avec des démonstrations en vol, notamment qui ont eu lieu dans le cas du programme Clean Sky 1 et d'autres sont prévus d'ici la fin du Clean Sky 2. Donc, ces programmes-là sont vraiment très importants pour l'avenir aéronautique au niveau national et européen. Du coup, Clean Aviation est en cours de définition, comme je le disais, mais les lignes directrices sont déjà bien décrites et détaillées dans le cadre de ce
qu'on appelle le SRIA, le Strategic Research and Innovation Agenda, qui retranscrit les ambitions de ce programme avec un enjeu majeur, être fil conducteur en vue d'une aviation décarbonée. Et les feuilles de route sont en cours de définition de manière détaillée et aboutiront par la suite au premier appel à projet qui sont prévus d'ici fin 2021 ou premier trimestre 2022. Donc l'enjeu est clair, c'est vraiment renforcer la compétitivité européenne avec ce qu'on appelle des flagship démonstrateurs, donc des démonstrateurs vraiment innovants qui intègrent des technologies de rupture, en vue vraiment de répondre à ces enjeux très ambitieux qui visent à mettre en service déjà les premiers avions à zéro émission dès 2035 et contribuer à une Europe neutre en carbone à horizon 2050. Donc, je vous invite fortement à aller sur le site que j'ai indiqué sur ce slide-là, Clean Aviation. Vous pourrez avoir accès à ce document qui est public. Donc, il vous a une version détaillée qui décline en détail les ambitions de ce programme et les enjeux. Et je pense que le niveau d'information pourra être pertinent pour la plupart des acteurs souhaitant participer à ce programme, sachant bien évidemment qu'il s'agit d'une version qui a été élaborée en juillet 2020. Actuellement, sur la base des feuilles de route, ce document sera mis à jour d'ici le mois de fin juin ou début juillet. Mais celui qui est déjà disponible est déjà très représentatif des ambitions de ce programme et des thèmes majeurs qui seront abordés. Donc, pour revenir un peu sur le contexte de ce programme et ce qui a conduit à la définition des thèmes majeurs qui seront portés dans Clean Aviation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'enjeu majeur, le fil conducteur, c'est vraiment développer les technologies en rupture en vue vraiment de contribuer à une décarbonation à horizon 2050. Donc, bien évidemment, dans l'absolu, aujourd'hui, même si malheureusement le secteur aéronautique est un peu montré du doigt en termes d'impact environnemental, etc., si d'un point de vue relatif, comparé à d'autres secteurs du transport, notamment au niveau que ce soit du transport terrestre ou ferroviaire ou maritime, l'impact environnemental du secteur aéronautique est bien moindre. Ceci étant dit, du fait de la croissance du trafic aérien, et même si on prend en compte l'effet Covid, bien évidemment, qui a conduit à une réduction drastique du transport aérien l'année dernière et avec une reprise au niveau pré-Covid, pas avant 2024, de manière globale, sur une échelle de temps assez longue, la croissance du trafic aérien sera telle que si on ne fait rien aujourd'hui, l'empreinte environnementale du secteur aéronautique sera 4 à 5 fois plus important que l'impact actuel. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir des objectifs ambitieux qui se traduiront par différents axes. Un axe technologique avant tout, donc introduire des technologies en rupture qui permettent justement de réduire l'impact environnemental. Ça passe par de l'électrification, différentes technologies qui permettront justement de réduire la consommation en carburant ou l'introduction justement de sources d'énergie dites propres. Je reviendrai là-dessus plus en détail. Le second axe passe par tout ce qui est Air Traffic Management et la gestion des opérations de manière plus optimisée, qui aura également une part importante dans cet enjeu majeur. Et enfin, le dernier point qui a été abordé par Serge, c'est l'introduction de nouveaux fuels alternatifs. Donc, sachant qu'il y a deux approches, une approche un peu plus court terme qui consiste à introduire des fuels pour être implémentés dans des technologies de moteurs existants, voire introduire des fuels qui nécessitent vraiment de revoir la conception des moteurs ou autres, qui permettraient effectivement d'atteindre ces objectifs ambitieux, mais à un horizon plus long terme. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a aussi cette notion d'approche par étapes afin de converger vers cet objectif ambitieux qui se fera par le biais de différents jalons intermédiaires. Sur la base de ces ambitions-là, donc les membres fondateurs du programme Clean Aviation ont défini 3 thèmes majeurs. Le premier s'articule autour des architectures hybrides électriques, voire entièrement électriques,
Donc, on est plutôt sur du petit transport ou plutôt de l'aviation régionale, où là, l'enjeu est vraiment d'accélérer l'introduction de l'électrification pour la fonction propulsion. Le second enjeu consiste à introduire l'hydrogène comme source d'énergie principale, aussi bien pour les systèmes dits non propulsifs que pour les systèmes propulsifs. Donc, bien évidemment, on parle de rupture technologique, donc on est encore sur du bas TRL. La route est encore longue, mais il s'agit vraiment d'une solution viable et vraiment pertinente pour atteindre un objectif de cette ampleur-là. Et c'est la raison pour laquelle il s'agit vraiment d'un thème à part qui sera adressé dans le cadre du Clean Aviation. Et enfin, le dernier sujet, au-delà de l'aspect purement énergétique, c'est vraiment redéfinir, revoir complètement le concept des architectures des aéronefs, de sorte qu'ils soient le plus efficaces possible. Donc là, ça passe par les travaux autour de l'optimisation des structures, des voilures. On part sur de nouveaux concepts en prenant en compte justement ces différentes ruptures technologiques qui font également l'objet de projets à part entière dans le cadre de ce programme. Si on s'intéresse de plus près à cet impact environnemental et tel comment il est régi au regard des différents segments concernés, donc on voit clairement qu'il y a la contribution en termes d'impact environnemental est assez inégalitaire en fonction du segment concerné. On voit clairement, ce graphique est là pour l'illustrer, qu'à peu près 2/3 des émissions sont dues aux avions petits ou moyens segments. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur le long range, mais en termes de priorité, et c'est ce qui a été finalement le fil conducteur lors de l'élaboration de la feuille de route pour Clean Aviation, si on veut vraiment atteindre cette ambition environnementale forte, il faut se focaliser effectivement sur les gros contributeurs en termes d'impact environnemental. Et c'est avant tout le SMR. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de sujets ont été définis, même si les roadmaps sont encore en cours d'élaboration, vraiment pour répondre à cet enjeu fort de décarboner ce segment-là. Ça se fera par étapes, comme je le disais. Donc, bien évidemment, avec un effet d'échelle, les démonstrations faites sur des plus petits porteurs seront également des enablers justement pour dérisquer et valider des technologies qui ensuite seront pertinentes sur des applications un peu plus larges. Donc, c'est également pris en compte dans le cadre de ce programme, sachant qu'in fine, l'enjeu est vraiment d'apporter des réponses claires et ambitieuses pour répondre aux enjeux environnementaux sur vraiment la cible SMR. Donc, le programme lui-même, donc, il vise vraiment à être vraiment le porteur de démonstrations majeures, intégrant des technologies de rupture et qui ont un impact fort sur les objectifs environnementaux. À la différence, pour ceux qui sont familiers avec les programmes existants, donc tels que Clean Sky ou Clean Sky 2, où on était plutôt sur beaucoup d'activités technologiques, la volonté forte de la Commission européenne est d'avoir vraiment des flagship démonstrateurs, donc minimiser le nombre de démonstrateurs, par contre avoir des démonstrateurs intégrés qui permettent vraiment de valider à un haut niveau de maturité différents concepts architecturaux, différentes technologies, avec des ambitions fortes justement pour atteindre ces objectifs-là. Donc, on n'est pas sur l'innovation incrémentale, clairement. On est vraiment sur une volonté d'introduire des technologies dites en rupture et de faire des démonstrations majeures autour de démonstrateurs dits structurants. Donc, bien sûr, ces démonstrateurs le périmètre de ces démonstrateurs seront définis en fonction du juste besoin. Ça pourra être des démonstrateurs au sol, voire des démonstrateurs en vol. Tout ça sera défini au regard des TRL roadmap. Par contre, la mission est clairement de donner aussi de la visibilité à ces démonstrations et d'être à mesure, à l'issue de ce programme, d'avoir une analyse qui soit la plus quantitative possible sur l'impact environnemental que l'on gagnerait grâce à ces démonstrations majeures. Donc, en repartant sur ces trois thématiques qui sont vraiment le office de fil conducteur, donc les architectures hybrides électriques, les technologies de rupture basées sur l'hydrogène et les aéronefs ultra efficaces, des feuilles de route ont été définies pour chacune des thématiques en les identifiant
quels sont les objets technologiques majeurs et quels sont les démonstrateurs les plus pertinents de manière associée. L'exercice ne s'est pas limité uniquement sur le périmètre Clean Aviation. Clean Aviation est un programme majeur qui va être un enabler pour atteindre ses objectifs environnementaux, mais bien évidemment, il s'agit d'un outil complémentaire, d'un levier complémentaire aux initiatives qui sont prises au niveau national, donc notamment toutes les initiatives faites au niveau du CORAC, par exemple, mais également au niveau des autres initiatives européennes, hein, telles que les programmes Clean Hydrogène ou César. Le but étant vraiment d'avoir une complémentarité entre ces différentes initiatives, le but étant d'être aligné, notamment en termes d'ambition et en termes de planning. C'est la raison pour laquelle un des focus actuels hein, dans l'élaboration de ce programme, c'est de bien définir aussi les interfaces entre les autres, ce qu'on appelle les PPP, les Public Partnerships, les autres programmes structurants, et notamment au niveau européen, et également de s'assurer que les roadmaps décrites pour Clean Aviation dans le cas du SRIA soient bien en ligne aussi avec ce qui est défini au niveau du CORAC, ce qu'a présenté précédemment Serge, et également les feuilles de route qui sont en cours qui sont définies au niveau des pôles. Et c'est là où le pôle Aerospace Valley aura un rôle important en tant qu'incubateur et de partenariat, et qu'on s'assure que les feuilles de route qui sont définies au niveau des pôles sont aussi alignées avec ce qui est décliné au niveau national, voire européen. Le but, c'est vraiment d'avoir une approche d'ensemble et de ne pas avoir des feuilles de route décorrélées, non structurées, qui font que on n'a pas forcément les mêmes drivers. Donc, c'est tout l'enjeu du travail qui est en cours d'élaboration au niveau de Clean Aviation, le but étant vraiment d'intégrer également tout l'environnement, que ce soit au niveau européen et national, pour répondre à ces enjeux-là. Un des focus majeurs qui a été longuement discuté et entériné en tant que thématique majeure pour Clean Aviation, c'est vraiment l'introduction de l'hydrogène comme source d'énergie à bord et d'en faire une thématique à part entière. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce graphe-là, mais je vous invite juste sur le site Clean Aviation, normalement, pour avoir accès à une étude qui a été mandatée par la JU au cabinet McKinsey, justement, pour faire un peu une analyse sur l'état de l'art de l'hydrogène et la pertinence de ce type, de cette source d'énergie pour une application de type aéronautique. Bon, le constat est de manière synthétique le suivant. Oui, l'hydrogène a toute sa place dans l'aéronautique. C'est très ambitieux, effectivement, d'introduire ce type d'énergie pour une telle application. C'est faisable. Et en sachant qu'il y a différentes approches en fonction des segments d'application. L'hydrogène peut être utilisé comme source d'énergie pour la combustion, ce qui permettrait effectivement donc, de s'affranchir d'émissions en CO2. Par contre, on ne s'affranchit que partiellement en termes d'émissions d'autres polluants tels que les NOx. Une solution alternative consiste vraiment à utiliser l'hydrogène via des piles à combustible. Là, on est plutôt sur des petites plateformes. Donc, l'avantage, c'est piles à combustible comme source d'énergie électrique pour alimenter un système non propulsif ou un système propulsif. Mais bien évidemment, on est sur des gammes de puissance qui sont quand même en deçà de ce qu'on a l'habitude de voir sur un avion type A320. Donc, là, on est plutôt au mieux sur des applications petits avions ou régionales. Sachant qu'il faudra intégrer aussi d'autres drivers majeurs, dans la mesure où la source d'énergie, c'est situé dans le fuselage. Il y a tout l'aspect gestion d'énergie, en particulier gestion thermique, à prendre en considération. C'est la raison pour laquelle, autour de ces thématiques fortes, des enabling technologies ont été identifiées sur lesquelles des activités de maturation seront menées dans le cadre du programme Clean Aviation en prenant en considération différents scénarios. C'est-à-dire un scénario où la propulsion se fait via une pile à combustible, quels sont les drivers, quelles sont les activités apportées. Un scénario où on utilise l'hydrogène différemment, et là, on identifie également quelles sont les key enabling technologies, sans forcément préjuger de quels vont être les choix des avionneurs plus tard, mais on sait qu'une des conditions nécessaires pour mener à bien ces ambitions, c'est déjà d'adresser et de maturer ces technologies pour qu'on puisse à terme franchir le pas pour intégrer ce type de source comme énergie principale pour ce type d'application. Donc, d'un point de vue
programmatique. Donc, où en est-on aujourd'hui, hein? Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc un Strategic Research Innovation Agenda a déjà été diffusé dès juillet 2020. Suite à cela, donc des Call for Expression of Ideas ont été émis par les membres fondateurs. Aujourd'hui, sur la base d'une part du SRIA et des projets qui ont été sélectionnés à l'issue de cet appel à idées. Donc, les membres fondateurs élaborent les feuilles de route pour chacune des thématiques, des 3 thématiques suivantes, sachant que bien évidemment, on décline différents sujets par niveau de criticité et en prenant en considération différents niveaux de priorité. Donc, c'est ce qui est en cours de définition avec les membres fondateurs. Sachant qu'in fine, cet exercice-là vise à mettre à jour le SRIA qui sera à nouveau public en octobre 2021 et qui fera office de baseline en vue de l'élaboration de la feuille de route Clean Aviation qui ensuite sera vraiment la baseline pour les différents appels à projets. Une des particularités fortes, ou plutôt une des nouveautés fortes de Clean Aviation, pour ceux qui sont familiers au programme européen précédent, tel que Clean Sky 1 ou Clean Sky 2, c'est qu'on sera sur un mécanisme 100% appel à projet ouvert. C'est-à-dire à la différence de Clean Sky 1 ou 2, où on avait des membres fondateurs qui étaient de facto membres du projet, et ensuite ces membres fondateurs émettaient des appels à projet pour sélectionner des partenaires, que ce soit des core members ou des partenaires via des appels à projets dédiés. Dans le cas de Clean Aviation, les membres fondateurs en fait, sont acteurs majeurs pour définir les feuilles de route qui vont ensuite aboutir à ce fameux work plan qui sera piloté ensuite par la Commission européenne. Et ensuite, les appels à projets seront directement gérés au niveau de la Commission européenne. Et l'ensemble des acteurs de la filière aéronautique devront y répondre. Donc, on est sur un appel à projet ouvert. Ça veut dire qu'on est dans un environnement concurrentiel, bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle il est important de s'organiser en avance de phase, de sorte qu'on puisse identifier assez tôt les bons consortiums pour répondre au mieux à ces appels à projets, en espérant du coup embarquer via ces appels à projets les représentants de la filière aéronautique française. D'un point de vue, même si aujourd'hui le processus des appels à projets ouverts est toujours en cours de discussion, on essaie notamment de voir quelles sont les variables de flexibilité dont on peut disposer vis-à-vis de la Commission européenne. Donc là, je vais vous épargner ces détails à ce jour. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on serait a priori sur un seul appel à projet par an, 7 appels à projet au total, pour un budget global à peu près de 1,7 milliard d'euros. Hein. Donc, bon, sachant que bien évidemment, il y aura des appels à projets qui seront beaucoup plus structurants que d'autres. Éventuellement, des partenaires sélectionnés dans le cadre d'un projet pourront émettre leurs propres appels à projets. Donc, effectivement, c'est des points qui sont en cours de discussion avec la Commission européenne. Mais il faut avoir en tête que la volonté est de minimiser le nombre d'appels à projets pour minimiser le nombre de contrats. Donc, on serait sur un seul appel à projet par an et qui serait totalement ouvert. Voilà. Donc, ça, c'est un message important que je voulais vous faire passer. Donc, d'un point de vue planning, donc aujourd'hui, on est en train de finaliser les roadmaps qui seront, je l'espère, validés fin juin, de sorte qu'ils puissent être implémentés dans la mise à jour du SRIA qui sera ensuite publique en octobre 2021. Donc, ce que je vous dis, il y a bien évidemment quelques incertitudes. Donc, il y a en tête que voilà, il peut y avoir quelques dérives d'un point de vue planning, mais aujourd'hui, je pense que le planning que je vous affiche là est assez mature. Ce qu'il faut retenir, du coup, c'est que les premiers appels à projets sont prévus pour la fin de l'année, avec un démarrage au plus tôt, en prenant en compte tout le processus de sélection, un démarrage au plus tôt au premier trimestre 2022.
Donc, c'est la raison pour laquelle, si on fait un rétro-planning, il est vraiment indispensable. Et vu qu'on est sur un appel à projet ouvert, qu'on définisse dès en avance de phase, dès lors que les feuilles de route auront été validées et que les premiers appels à projet auront été définis par la Commission européenne sur la base de ces feuilles de route et des priorités qui ont été identifiées, que les consortiums pouvant répondre à ces appels à projets soient définis pour qu'on puisse répondre en embarquant entre guillemets vraiment l'ensemble des partenaires. Bon, ça peut paraître un peu compliqué à première vue, mais il faut le voir comme une opportunité. Parce que je sais que bon, pour avoir participé au programme Clean Sky 1, Clean Sky 2, je sais que certains membres avaient des difficultés à répondre à des appels à projets tels qu'ils étaient mis dans le cadre de Clean Sky 1 et Clean Sky 2 par rapport à la spécificité des dossiers, la lourdeur. Donc là, le fait qu'on soit sur un appel ouvert qui finalement concerne l'ensemble des acteurs, hein, c'est-à-dire les gros acteurs du secteur aéro tels que Airbus, Safran, Thales, Liebherr et autres. Donc, c'est aussi l'occasion, entre guillemets, pour l'ensemble de la supply chain, justement, de s'intégrer dans des consortiums pour pouvoir justement participer à des réponses à appel à projet, non pas en tant que coordinateur et tout ce que cela implique en termes de lourdeur de la préparation du dossier, hein, mais en tant que membre, partenaire du projet et sous entre guillemets, le pilotage d'acteurs qui ont plus l'habitude, j'ai envie de dire, de répondre à des appels à projets européens. Par contre, effectivement, la condition nécessaire est d'arriver à s'aligner le plus tôt possible, notamment à vue des premiers appels à projets hein, qui seront lancés d'ici la fin de l'année. Voilà, donc c'est un éclairage de Clean Aviation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas, Eric, si tu as des messages. Merci, Kader. Je ne vois pas de questions s'inscrire sur le chat, mais vous êtes libre de prendre le micro. Alors, je vais commencer quand même en termes de formalités pratiques. Si je veux déposer un projet, est-ce que je suis obligé d'avoir des partenaires européens à 2, à 3? Je peux y aller tout seul? Est-ce qu'on connaît à peu près les taux de subvention? Voilà, ou est-ce que c'est trop tôt? Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire, notamment par rapport au taux de subvention. Il faut prendre comme baseline plutôt le modèle Clean Sky 2 parce que bon, dans Clean Sky 2, il y avait des règles de financement qui étaient déjà différentes de Clean Sky 1, notamment avec un taux de financement pour les coûts directs en fonction de le statut du partenaire et un coût de financement pour ce qu'on appelle les overheads, les coûts indirects. Aujourd'hui, c'est en cours de définition, sachant que la baseline est vraiment de repartir à peu près sur ce même type de financement. Ensuite, au niveau du consortium, non, on ne peut pas aller tout seul, bien évidemment, parce que comme je le disais, on sera sur des projets quand même assez importants, vu que le but, c'est de lancer d'avoir un seul appel à projet par an et par appel à projet, il faut avoir en tête qu'il y aura. On parlera quand même de projets assez importants par rapport au modèle des CFP tels qu'ils sont connus dans le cadre de Clean Sky 2, par exemple. Donc, ça sera plutôt des réponses via des consortiums et des consortiums européens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si je peux me permettre, Kader. Oui, Fabienne. Pardon, oui, j'aurais moi-même une question pour Kader. En fait, dans Clean Sky 2, on avait et on travaillait beaucoup chez Aerospace Valley sur le décryptage de ces appels à projets où on avait des conditions préférentielles pour des consortiums mono-applicants. Et c'était une dérogation qui avait été consentie au programme Clean Sky par la Commission européenne. Donc, est-ce que ça s'est remis en cause aussi par rapport aux grands projets, aux grands appels que vous avez présentés, ou est-ce qu'on va conserver cette dérogation? Aujourd'hui, ça fait partie justement des discussions avec la Commission européenne, parce que ce qui est demandé, donc je peux te donner la vision des industriels qui n'est pas encore entérinée par la Commission européenne. C'est OK pour partir sur un modèle d'appel à projet ouvert qui concerne l'ensemble des acteurs. Hein, et donc là, on serait effectivement sur plutôt des appels à projets plutôt structurants.
Et ensuite, une fois qu'un consortium est sélectionné, ce qui est demandé, c'est que ce consortium-là puisse lancer, entre guillemets, ses propres appels à projets qui seraient plutôt du type de ce qu'on connaît dans le cadre de Clean Sky 2, avec des conditions similaires. Par contre, c'est une proposition qui est en cours de discussion. D'accord. Et tu penses qu'on aura une réponse là-dessus à quel horizon? Dans tous les cas, il faut que le processus, la gouvernance de Clean Aviation et le processus des appels à projets soient validés pour septembre. Peut-être qu'on aura au moins des retours d'ici là, mais voilà. Aujourd'hui, le but, c'est de figer le processus pour le mois de septembre. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, il y aura deux possibilités pour nos adhérents du pôle. En fait, c'est ou de participer peut-être avec des gros industriels sur des projets de grande envergure dans le cadre de ces appels annuels, ou s'il y a après, on va dire un peu en cascade, des appels lancés par les industriels eux-mêmes, la possibilité peut-être de candidater aussi sur ces appels plus restreints. C'est ça, tout à fait. Okay, Kader, merci. Kader, tu disais qu'il valait mieux anticiper. Alors, moi, je veux déjà savoir si parmi nos auditeurs, il y en a qui sont intéressés pour en savoir plus et pour postuler à un projet européen. Manifestez-vous. Et je voudrais savoir ce qu'ils attendent de ces adhérents, s'il y en a qui veulent intervenir, qu'est-ce qu'ils attendent de l'Aerospace Valley, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Je ne sais pas, Kader, si toi, tu as une vision de ce que l'on pourrait faire pour anticiper, parce que je sais qu'il y a des pays qui sont plus forts que d'autres pour monter des projets européens, qui en ont fait une spécialité, et on est un petit peu à la traîne, peut-être, en France. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais moi, je pense qu'il faut aller dans la continuité de ce qui a été déjà initié, peut-être y aller quand même de manière un peu plus... j'aime dire un peu plus fort, c'est-à-dire que nous, ce qui est important en tant qu'industriel, c'est d'identifier les partenaires intéressés qui ont le bon profil pour répondre à des objectifs autour de tel ou tel sujet technologique. Si je prends par exemple l'exemple du fuel cell, qui est une thématique à part entière, de sorte qu'on puisse au plus tôt enclencher des discussions avec ces partenaires-là, qu'on puisse les identifier. Et le but étant même si aujourd'hui on n'a pas encore d'appel à projet formellement édité, il suffit de lire le SRIA et vous allez vite reconnaître les thématiques majeures qu'on va certainement retrouver dès les premiers appels à projet. Hein. Donc il n'y aura pas forcément de grosses surprises sur les sujets qui vont être publiés pour le premier appel à projet. Du coup, moi, il me paraît important effectivement d'identifier les partenaires qui sont intéressés, qui ont le bon profil pour répondre à tel ou tel enjeu technologique. Et pour ça, pour moi, étant donné que l'objectif étant d'avoir, pour reprendre ce que demandait l'AGU, c'est-à-dire vraiment d'avoir une approche d'ensemble où on a un alignement entre la feuille de route Clean Aviation, ce qui est mené au niveau national et ce qui est ensuite décliné au niveau des pôles, de s'assurer qu'il y a cette bonne articulation. Et donc moi, pour moi, il est important que déjà qu'il y ait un alignement entre les objectifs qu'on définit au niveau du pôle et au moins la feuille de route telle qu'elle est déclinée au niveau du CORAC et qui est désormais accessible, et qu'on puisse discuter avec les partenaires potentiellement intéressés autour de ça. Merci. Y a-t-il des questions? On continue. Donc, merci Kader. Je ne sais pas si tu peux terminer. Oui, merci à vous. Merci. Donc, on va passer à Maël, à l'échelon plus régional, plus local. Donc là, c'est moi qui prends la parole. Donc Maël a été lancé en novembre par le pôle. C'est l'initiative du pôle qui a été surtout motivée par les thèmes du E-PE, qui avait un petit peu de mal à trouver des financements pour les technologies en rupture, propulsives, non propulsives, liées à l'énergie. Que ce soit les batteries, que ce soit l'hydrogène, que ce soit d'autres carburants, les architectures électriques. Donc, il est vrai que nous avions du mal à trouver des financements. Donc,
malgré le tissu très actif que l'on avait pu constater au gré de nos visites dans le territoire. Il y a beaucoup d'acteurs qui voulaient engager des projets, mais sans trouver malheureusement de financement. Bon, il y en a eu quand même, parce que les gens ont pu lever des fonds. On est clairement dans une action qui se veut complémentaire des autres dispositifs que l'on vient de décrire avec Serge et Kader. On va être plutôt à un échelon régional, aidé par les deux régions. L'idée étant de mettre en avant nos PME, nos académiques, pour en fait aussi avoir très rapidement des projets concrets, des plateformes pour travailler dessus ensemble avec des projets collaboratifs. Donc les régions ont bien soutenu l'initiative très rapidement, elles ont enclenché, elles ont mis à disposition des fonds pour lancer des AMI, des appels à manifestation d'intérêt ou appels à candidature, c'est un petit peu la même chose. Elles vont aussi, nous ont incité Aerospace Valley à lancer des initiatives vis-à-vis des étudiants, soit des hackathons ou d'autres dispositifs qui pourraient motiver ces étudiants à travailler sur ces thématiques de l'avion du futur, mais surtout de la décarbonation. Donc, c'est un travail que l'on a à faire, animer aussi le tissu académique et scolaire. Et je dois dire qu'avec les régions, nous allons organiser le 16, 17 et 18 septembre trois grandes journées autour de l'aéronautique légère décarbonée. Donc là aussi, qui introduiront ces journées des thématiques du E-PE. Donc je vous invite déjà à réserver ces créneaux. Il y aura une journée à Francazal, une journée à Jonzac et peut-être à La Rochelle. Donc tout ça se met en place avec effectivement la participation d'acteurs locaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mobilité aérienne légère et éco-responsable? Donc, j'ai un petit peu listé les aéronefs que l'on a inventoriés, listés à l'intérieur de nos projets. Donc, ça va du drone. Alors, toutes les images du haut, en tout cas, sont des acteurs locaux. Donc, avec des avions locaux, ce sont vos voisins. Ils sont dans un rayon peut-être de 50 km autour de Toulouse ou de Bordeaux, pas très loin finalement. Donc ça va du drone, du paramoteur électrique au petit dirigeable. Après on attaque l'aéronautique légère, donc que ce soit tourisme, école, voltige, transport de passagers. On parlait ce matin de transport de moins de 19 places en point à point avec des solutions décarbonées, sans infrastructure. Là, on est en plein dans la thématique. On a aussi des projets d'aéronefs à décollage vertical, ces fameux VTOL ou eVTOL, pour des projets de mobilité intra- ou extra-urbaine ou régionale. Donc, on regroupe tous ces véhicules, tous ces aéronefs, avec dans la partie inférieure de la planche les principales briques que l'on a déjà identifiées, qui rejoignent un petit peu les briques du CORAC ou de l'Europe, à plus petite échelle, donc à une échelle un peu plus accessible et qui sera certainement plus rapide à mettre en œuvre. On verra certainement assez rapidement, grâce aux AMI dont j'ai parlé régionaux, des essais au sol ou des essais en vol avec ces types de briques technologiques embarquées sur ces types d'aéronefs. Donc on retrouve bien sûr les piles, les carburants alternatifs, les piles à combustible. Nous avons des acteurs locaux qui voudraient travailler sur ce sujet-là, même si c'est difficile et si c'est coûteux de rentrer dans l'univers de la pile à combustible. Nous avons des projets d'électrification, d'hybridation, de propulsion distribuée, donc cette fameuse propulsion à plusieurs hélices qui permet d'augmenter les rendements propulsifs ou de faciliter les décollages, nouvelles aérostructures recyclables ou adaptées aux nouvelles architectures propulsives, mais aussi des projets d'avionique ou de cabines aménagées, notamment avec des matériaux recyclables. Maël nous a permis d'identifier 200 acteurs qui sont intéressés par cette initiative sur les deux régions et quelques-uns en dehors des deux régions. Assez peu finalement, mais sur les deux régions, on a quasiment 200 acteurs identifiés avec 65 compétences là aussi que nous avons pu lister au travers de nos chantiers.
Voilà, donc je rappelle, ça reste des projets qui vont être lancés rapidement sous des délais de 24 à 36 mois, donc directement en lien avec les subventions régionales. Alors, si on fait un petit focus sur les programmes de nos deux régions qui ont très vite enclenché derrière la création de Maël en novembre. Hein. Donc, il y a eu d'abord l'AMI Occitanie, donc, qui s'appelle démonstrateur d'avions verts dans l'aviation légère. La première vague, vous pouvez accéder encore au texte de l'AMI et aux conditions de l'AMI sur le site Aerospace Valley. Donc, il est en première page, vous pouvez accéder aux documents. Donc, il y a eu une première vague dont les dossiers ont été déposés le 26 février, et il y aura une deuxième vague pour un dépôt de dossier le 18 juin. Alors, là, on n'est pas dans les dossiers finalisés au carré, on est sur un dossier relativement avancé, certes préliminaire, que l'on va présenter à un jury pour un go-no-go vers un dossier qui, lui, devra être complet, un consortium à peu près construit. Donc le 18 juin, présentation des dossiers et certainement un jury première semaine de juillet. Donc la première vague était très orientée sur les aéronefs parce qu'on pense que les aéronefs vont structurer tout le reste. Hein. Ce sont les aéronefs et les technologies embarquées qui sont les plus difficiles à sélectionner et à développer. Donc on avait privilégié sur la vague 1 les aéronefs. Sur la vague 2, on va aller un peu plus loin. On va recueillir aussi les projets concernant les infrastructures, notamment les dessertes et l'avitaillement concernant l'avitaillement par exemple d'hydrogène ou les bornes de recharge électrique ou d'autres carburants s'il le faut. Faciliter le trafic, sécuriser le trafic, puisqu'on parle de liaison point à point, il faudra certainement fiabiliser les départs et les arrivées. Pourquoi pas les liaisons dernier kilomètre aussi, mettre les logiciels qui vont bien pour piloter tout ça. Donc la deuxième vague se fait le 18 juin. La dotation de l'AMI Occitanie est en termes de subvention est de 10 millions d'euros. Sur la vague 1, seuls 2,7 millions ont été comment dire, réservés, puisque ce n'est pas encore décidé à 100%, mais enfin aujourd'hui on est sur un montant de subvention de 2,7 millions, donc il reste les 3/4 des 10 millions à dépenser sur la vague 2. Donc n'hésitez pas, on a déjà monté des ateliers pour essayer de mettre en relation, pour co-construire. Si vous avez des idées et qu'il vous manque des partenaires, ben on est là pour vous mettre en relation, pour lire vos drafts et vous conseiller, que ce soit sur la partie technique, sur le découpage du projet ou sur la partie administrative et financière. On peut monter des réunions spécifiques si vous le souhaitez, on l'a déjà fait pour la première vague, même si on est un peu victime du succès, on est bien chargé avec ces AMI, ces deux AMI, on peut aussi vous aider à monter les dossiers, surtout si vous n'avez pas réuni un tour de table en termes de compétences. L'appel à candidature Nouvelle-Aquitaine, c'est la même finalité, donc consolidation d'une filière mobilité verte et durable, avec un dépôt de dossier le 19 mars. Là, c'était même pas un dépôt de dossier le 19 mars, c'était une inscription pour s'inscrire à des ateliers pour présenter ses volontés de projet ou ses volontés de participer à un projet. Et Aerospace Valley avec l'ADI, l'Agence de développement et d'innovation d'Aquitaine, anime les ateliers. Donc on a identifié 4 thèmes, là aussi très proches des sensibilités de Le Carré PE. Donc, les chaînes propulsives, l'hydrogène, la sécurisation de ces chaînes, notamment avec les nouveaux matériaux, et les batteries, l'hydrogène, et aussi un atelier matériaux et procédés. Donc 4 thématiques qui se rapprochent assez bien des thématiques E carré PE. Donc comme je le disais, les Maël a des sujets qui sont centraux dans le carré, donc on retrouve exactement les mêmes thématiques, et donc c'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de Maël en ce moment. En termes de mots-clés, j'ai voulu mettre des mots-clés pour bien fixer les idées pour ces deux initiatives, qu'elles soient Occitane ou Néo-Aquitaine. Donc, ce que veulent les régions, c'est arriver à des démonstrateurs relativement intégrés, pas simplement une petite brique technologique individuelle, mais arriver à des démonstrateurs sur lesquels ils pourront communiquer
Concernant l'aviation légère, là aussi, ça reste complémentaire des activités du CORAC ou de l'Europe. Donc, le créneau qui est dévolu spécifiquement aux régions, ça reste à l'aviation légère, ça reste à la portée des régions. Je dirais, mais pas que, mais essentiellement en aviation légère. Qu'elle soit verte et durable, ça c'est un impératif. Hein. Il est hors de question d'améliorer un aéronef dont on sait qu'il pollue et fait du bruit. Donc, on va vers des solutions moins émissives en termes de nuisances, avec des perspectives industrielles. Évidemment, les deux régions veulent faire face à la crise actuelle, donc veulent des perspectives industrielles. On ne va pas faire de la science pour de la science, donc il faudra terminer à des TRL 6, par exemple. Impliquer la supply chain régionale. Donc, une des volontés, c'est vraiment de mettre en relation plusieurs acteurs de la chaîne régionale sur des briques technologiques différentes et bien sûr inciter à du collaboratif. Donc voilà, moi j'en ai terminé pour. Donc je savais que ça irait assez vite. J'en ai terminé avec ces deux initiatives. Je rappelle qu'elles sont de nature à mettre rapidement soit des démonstrateurs au sol ou en vol, rapidement. Donc, c'est fait par des voisins. J'ai montré je dis des voisins, des régionaux. Donc, on peut très vite les contacter, les voir. C'est du concret. Donc, si vous avez des projets concernant tout ce qui est énergie décarbonée, je crois qu'on peut démarrer par ces deux AMI, même s'ils ne sont pas à la hauteur des taux et des budgets que l'on a entendus au CORAC ou en Europe. Ce sont des AMI dédiés PME académiques, très orientés PME académiques, qui peuvent vous permettre de lancer vos projets et de connaître un petit peu mieux le tissu industriel local, notamment en termes d'innovation de briques décarbonées. Alors, je ne sais pas s'il y aura des questions à ce sujet. Pas de questions, je ne la vois pas non plus sur le chat. Donc, ok, donc on va attaquer peut-être la partie suivante, qui est par Serge, qui veut bien revenir avec nous, notamment sur la formation des jeunes. Merci Serge, donc je te laisse la parole. On a un peu parlé de ça tout à l'heure avec Cordula, mais fondamentalement, ces compétences et le développement de ces compétences sont indispensables pour pouvoir relever les défis auxquels on est confronté. Il y a des technologies en rupture, des technologies nouvelles, je l'ai déjà dit, hein. Et donc, ces compétences-là, on en a besoin aujourd'hui. Alors, on en a besoin pour inventer les métiers de demain, les solutions de demain, les technologies de demain, mais on en aura besoin aussi au sens un peu plus large lorsque la reprise sera là, que les volumes de production remonteront. On aura aussi besoin des métiers de l'industrie, pas seulement des métiers des sciences, mais des métiers de l'industrie, et donc la formation et l'attraction des talents sur l'ensemble de la chaîne, hein, pas seulement technologique, scientifique ou de l'ingénierie, ou du marketing, enfin tous les métiers qui sont liés à on va dire plutôt ce qu'on appellerait des cols blancs, mais on a aussi besoin et on a beaucoup besoin de disposer de ressources, on va dire, opérationnelles pour fabriquer ces produits. Tout ne sera pas fabriqué, j'en suis convaincu, au fond d'un pays low cost qui n'a pas notre modèle social. Et donc, il faut aussi rendre attractif sur des aspects industriels et par le biais des compétences. C'est aussi comme ça qu'on va arriver à reconcentrer et ancrer sur le territoire l'industrie dont on a besoin. C'est un défi majeur, hein, parce que bien sûr, la logique qui consiste à délocaliser et à produire en low cost est quelque chose qui nous impacte, hein, tous les jours.
Et ça, le moyen de lutter contre ça, ça va être par la compétence, en augmentant finalement la pertinence, la productivité des usines au travers de cobotisation dont il ne faut pas avoir peur, de robotisation lorsque ça a du sens, d'automatisation, de digitalisation. Et ça fait partie, ça fait appel à des compétences industrielles qui sont des compétences dont on a besoin. Et ce sujet-là, c'est un sujet sur lequel il faut rendre ces métiers attractifs maintenant. Parce que ce n'est pas au moment où on devra produire qu'on devra se réveiller en se disant « Ah bah tiens, j'ai besoin d'avoir 200 ou 500 ou 1000, voire 10 000 si tout va bien. » Opérateurs industriels, s'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Donc ça se prépare, ça s'anticipe, ça se construit. Et cette pensée-là, cette dynamique-là, c'est vraiment très très important de la mettre en œuvre, chacun à son niveau. On ne va pas faire un grand plan de formation national qui ne débouchera jamais. Je pense que c'est quelque chose de concret, de quotidien, sur lequel vous, quand vous avez du temps, si vous arrivez à en libérer, ce que j'essaye de faire aussi, c'est d'aller dans les écoles, c'est expliquer aux enfants le métier que vous faites, le métier qu'on aimerait qu'ils fassent eux aussi, le rendre attractif au travers de stages, au travers de présentations, d'animations, de concours qui permettent de finalement rendre ce métier vraiment attractif. Ça, c'est un travail de long terme. Les résultats, on récoltera les résultats de cette politique dans plusieurs années, mais c'est ce travail de fond, un peu pugnace, hein, il faut s'y mettre, sur lequel on doit s'engager tous. Et c'est accessible à tous. Hein. Vous faites briller les yeux des enfants lorsque vous leur expliquez, c'est ce que j'ai fait, avec une feuille de papier, vous soufflez au-dessus de la feuille de papier, elle se soulève, et donc vous expliquez le principe de Bernoulli comme ça. Et quand les enfants le font, ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils se rendent compte qu'il y a de la profondeur technique dans ces métiers-là. Puis pour illustrer aussi, pour illustrer les choses, on parle d'hydrogène comme étant un sésame à la consommation de carburant et comme étant finalement, une fois qu'on utilise de l'hydrogène, on est green. Il faut savoir aujourd'hui que pour produire 1 litre d'hydrogène, il faut 10 litres d'hydrocarbures avec les technologies dont on dispose aujourd'hui. Et donc factualiser les choses et expliquer aux gens qu'il n'y a rien de magique, que ça se fait par le travail, par l'optimisation continue, c'est aussi quelque chose qui changera le regard de tous sur les métiers de l'aéronautique. Donc c'est vraiment important de faire ce travail. Et c'est un travail de conviction de tous les jours en fait. Hein. Il n'y a besoin d'attendre personne. Il faut le faire chacun à son niveau. Je pense que c'est comme ça qu'on avancera. Et puis côté région, les régions sont déjà largement engagées hein, dans le soutien au monde académique hein, au travers de différentes associations. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut valoriser au quotidien et il faut utiliser les ressources de communication, en particulier de la région, pour développer des deux régions, pour développer l'attractivité de ces métiers. Comme je le disais, Maël est un bon emblème pour ça. Vous voyez, j'y suis particulièrement attaché. Il y a aussi quelque chose qu'il faut resserrer. On n'arrête pas d'en parler, mais ça serait bien d'arriver à quelque chose d'un peu plus concret. Et là aussi, ça se fait au niveau opérationnel. C'est de resserrer les liens entre le monde industriel et le monde académique. Et dans le monde académique et celui de l'éducation, donc nous, on a à notre niveau la TECOR, on s'est engagé dans des relations un peu plus proches, un peu plus suivies avec un certain nombre d'acteurs du monde académique, plutôt au niveau ingénieur, c'est vrai, mais c'est très important que de faire ça chacun au sein de son entreprise. Donc, je vous encourage tous, que vous soyez académiques, c'est-à-dire fournisseurs finalement de compétences,
et de savoir où industriel, producteur, faites ne pas rapprocher, passer le temps, c'est pas du temps productif immédiat, mais c'est du temps, il faut voir ça comme un investissement sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment, je voulais profiter de cette tribune pour le dire parce que ça me tient vraiment à cœur. Bon, moi, je voulais rajouter qu'on a pris les premiers contacts avec des associations autour de Pau qui font de la vulgarisation scientifique, sont les CCSTI, hein, qui sont des structures nationales, mais dont une représentation est à Pau et avec lesquelles on est rentré en contact. Hein. Donc, qui fait de la vulgarisation. Donc, on va essayer de monter quelque chose avec eux. Je vous ai dit aussi précédemment que les deux régions souhaitaient absolument qu'on organise des événements avec les écoles dans le cadre de Maël, en l'occurrence. Ce qui est vrai, c'est que Maël va nous permettre de montrer des choses pas trop loin. Je pense qu'on pourra assez rapidement montrer des choses pas trop loin. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais sur la première vague de l'AMI Occitan, nous avons eu 13 dossiers, dont 4 ont obtenu un goût pour aller plus loin. Et dans ces quatre sujets, 3 vont faire voler des choses et un va démontrer quelque chose au sol. Donc c'est quand même intéressant, donc c'est du concret. Donc on pourra peut-être monter des choses et ça sera pareil côté Aquitaine. Donc voilà, je vois une question apparaître, Monsieur Pavageau. Oui, en vous écoutant, j'ai pensé en fait à, je ne sais pas si vous connaissez la Fondation C'est Génial, mais nous, notre société en fait est partenaire de cette initiative qui favorise en fait la relation école, donc principalement lycée, collège, entreprise. Et ça peut être différentes formes. Ça peut être par exemple d'accueillir pour une demi-journée un groupe d'élèves. Ça peut être pour faire de l'intervention de lecture auprès des jeunes sur en effet expliquer nos métiers, etc. Je vous donne un exemple très très concret qui m'arrive actuellement. Il y a un lycée lyonnais qui a un groupe d'élèves de première qui s'inscrit aux Olympiades de la physique, qui souhaite monter un projet sur des piles à combustible. Et ils nous ont contactés parce qu'ils cherchaient des experts en membrane échange de protons. Voilà, donc c'était juste pour donner l'exemple que ça peut être aussi une formidable façon de toucher ce jeune public. Et je rejoins tout à fait l'importance, je rejoins ce que vous disiez, Serge, sur l'importance de cette connexion. C'est fondamental. Et par l'envie, en fait, les métiers, nous, on adore ce métier. On est engagé dedans. Moi, je crois que je donnerai ma place à personne d'autre. Hein. C'est formidable. Le métier qu'on fait est formidable. Mais c'est ça qu'il faut communiquer plutôt que de jouer à prendre une boîte de Greta 2000 dans laquelle on dit que l'aéronautique est porteuse de tous les maux de la planète en termes d'environnement. Alors qu'un autre chiffre qu'il faut avoir en tête, la production d'hydrogène aujourd'hui à partir d'énergies fossiles pollue autant que l'aéronautique. Donc, faut garder ça en tête. Il faut avoir ces ordres de grandeur en tête pour argumenter exclusivement et donner envie aux gens. Monsieur Pavageau, on pourra échanger plus sur cette expérience pour en prendre exemple. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Hein. Vous n'hésitez pas, on peut se caler un point et je pourrais vous donner des contacts. En fait, on peut s'inscrire dessus au nom de son entreprise et du coup, les profs de physique, chimie ou de technologie, s'ils ont un projet d'étude, un projet pédagogique avec leurs élèves, ont accès en fait à cette base de données d'entreprise où on peut être sollicité. C'est ce qui m'est récemment arrivé sur les piles à combustible. Voilà. Il faut faire ça au niveau du pôle, hein, Eric. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'au niveau du pôle, on voit justement cet aiguillage facilitateur, que ce soit simple pour tout le monde. Oui, l'association près de Pau. Excusez-moi, l'association près de Pau participe à ce fameux concours de fusée qui est international, je crois, et donc arrive à embarquer beaucoup de jeunes. Et ce qui serait intéressant, c'est de faire la même chose pour des sujets peut-être plus aéronautiques. On a aussi proposé avec Serge de faire intervenir des ingénieurs
expérimenté pour aider des élèves à réaliser un projet, mettre à disposition quelques heures des ingénieurs, leur faire visiter des usines. Alors, je ne sais pas si parmi les auditeurs, certains ont l'expérience de faire visiter leurs locaux régulièrement à des lycéens ou des collégiens ou des étudiants. Enfin, je ne sais pas, on est preneur là aussi de témoignages et d'expériences. Pas d'autres questions? Oui. Donc, je pense qu'on peut passer. Alors, je ne sais pas s'il y aura d'autres questions. Donc, demain, vous aurez une autre série de conférences, d'ateliers. Donc, je vous invite à regarder sur la planche affichée ce que vous pourrez avoir demain. Donc, pensez à planifier vos rendez-vous B2B. Donc, vous pouvez continuer d'ailleurs à planifier vos rendez-vous. Je rappelle que la présentation et le replay seront disponibles, hein, donc on vous enverra un lien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres sujets. Est-ce que vous voulez reparler de projets européens? Est-ce que vous avez des envies particulières sur des thèmes particuliers qui concernent bien sûr le carré PE, donc tout ce qui est énergie, transition énergétique? Est-ce que vous avez des souhaits particuliers d'ouvrir des ateliers, des discussions, des réunions? On vous écoute, hein, n'hésitez pas, faites-nous un retour. Écrivez si vous ne voulez pas prendre la parole, on lira vos commentaires ou vos questions. Mais, Gilles Rosenberger, Faraday, si je peux réintervenir. Bien sûr. En complément de ce que présentait Serge sur la dynamique entre l'entreprise aéronautique et la formation dès les plus jeunes, collège, lycée notamment. Je pense qu'il y a quelque chose à relancer qui s'est un peu éteint, ou tout du moins pour laquelle j'ai une vision pour laquelle ça s'est un peu éteint, c'est la relation avec les BIA. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le BIA. C'est le brevet d'initiation à l'aéronautique. C'est un brevet qui était établi par le ministère de l'Éducation, je ne sais plus si maintenant si on dit éducation nationale ou éducation, peu importe, par le ministère en tous les cas, et le monde aéronautique, et qui, sur un niveau de classe de première ou terminale, fait travailler les élèves avec des professeurs bénévoles qui ont été formellement spécialisés dans les domaines de l'aéronautique, de la mécanique du vol, de la réglementation, de la météo, enfin tout ce qui fait aujourd'hui les fondations de savoir, des connaissances, notamment d'un pilote, mais aussi d'un ingénieur. Et j'ai été pour un certain temps impliqué dans ce monde. J'ai un peu lâché pied parce que je suis passé à autre chose. Mais il y a tout un écosystème, même au sens noble du terme. Il y a pas, on est tout dans le monde du bénévolat là, hein, et qui est organisé autour de la formation supplémentaire des élèves. Les élèves viennent en fin de journée ou le mercredi après-midi ou en dehors de leurs horaires pour suivre ces cours et passent après un brevet qui est le BIA, qui est quelque chose qui est souvent reconnu par un certain nombre d'acteurs de l'industrie comme étant un élément de motivation sur l'aéronautique. Et je pense que c'est l'occasion d'essayer de raccrocher les wagons avec ce monde de BIA où il y a, dans un certain nombre de lycées, parce que ça se passe dans les lycées, des groupes de professeurs passionnés qui souvent se sentent un peu seuls et assez éloignés du monde de l'industrie pour lesquels ils ont du mal à avoir des contacts. Tu as des contacts avec ces professeurs en ce moment? Oui, je peux aider à raccrocher les wagons, au moins dire que j'en connais un certain nombre localement, et puis on va remonter, il y a une structure nationale qui organise tout ça, c'est pas très difficile à obtenir, mais je peux faire le go-between sans problème. Ok, merci. Merci Gilles. D'autres commentaires sur l'hydrogène, sur les batteries, sur les avions du futur, sur les ateliers? Fabien Renard, GDTech, bonjour à tous. Si je peux prendre la parole, avec plaisir, Fabien, vas-y. Voilà, je voudrais un petit peu, depuis ce matin, on entend les millions, les milliards qui arrivent, ou qui sont déjà engagés, de ce qu'on entend depuis l'année dernière, etc. Et en fin de compte, pour les PME, on a l'impression que ça n'arrive pas tant que ça.
On a un petit peu de mal à… Alors, mis à part les initiatives telles que Maël qui sont plus locales et régionales, où là, c'est un peu plus concret, mais on voit que même sur, je trouve, la feuille de route du CORAC, bon, qui existe, mais qui est quand même très vague, hein, on a un petit peu de mal, du coup, à savoir vers quoi nous, en tant que PME, on doit orienter notre stratégie vis-à-vis de nos forces et qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Et jusqu'à maintenant, on a besoin des donneurs d'ordre, ça a été dit plusieurs fois en tant que locomotive, mais on a l'impression que pour le moment, tout se fait un petit peu de leur côté, et puis que on va être mis un peu devant le fait accompli une fois que les choses vont sortir, et on espère qu'on sera embarqué, mais on ne sait pas trop comment. Et comme par le passé, les initiatives, on va dire, pour embarquer les PME via le CORAC, etc., c'était pas un franc succès, enfin de mon point de vue. Voilà, je m'interroge un peu dans cette phase où je comprends en plus tout le monde est bouleversé, tout le monde veut aller vite, mais je trouve que c'est pas très évident et je suis un petit peu inquiet pour la lecture des projets qui vont s'orienter par la suite. Voilà. Est-ce que vous avez des réponses là-dessus? Sur ce sujet, je comprends très bien le problème. On n'arrête pas d'en parler au comité opérationnel du CORAC auquel je participe, bien sûr. Il y a deux types d'enjeux. Il y a un enjeu d'abord qui est un enjeu de PME, qui sont des PME qu'on va appeler manufacturières, c'est-à-dire celles qui ne disposent pas d'une capacité de R&D, d'engineering. Ces PME-là sont des PME qui sont plutôt, elles, embarquées dans un deuxième temps dans les projets d'innovation, plutôt comme étant une ressource de sous-traitance des acteurs qu'on appelle les locomotives, même s'il y a des petites locomotives comme nous, hein. Après, il y a d'autres types de petites entreprises, petites et moyennes entreprises, qui ont des capacités d'innovation, un bureau d'études et une capacité aussi à produire. Et ces entreprises-là peuvent être directement soutenues par la DGAC, hein, au travers de dispositifs qui sont, comme je le disais tout à l'heure, pilotés en région par Patrick Baudénan et assistés au GIFAS par Régis Binet dans l'initiative qui s'appelle CORAC PME. Mais c'est pas, il faut bien comprendre que les opérations du plan de relance dans le cadre de la DGAC pour le CORAC n'ont pas une vocation à être un guichet de financement. C'est pas un guichet de financement. La logique de guichet de financement, elle s'applique plutôt à la Direction générale des entreprises comme étant finalement une capacité à obtenir du soutien pour accompagner la compétitivité industrielle. Ça dépend vraiment de la nature du besoin. Mais un projet, c'est pas parce qu'on a un projet ou une idée ou quelque chose dont on pense que ça contribue à développer la capacité sur le territoire qu'on est obligatoirement retenu. Dans tout projet, bien sûr, il faut que la profondeur du projet permette d'obtenir un soutien. Donc, je dirais qu'il faut que vous ayez vous-même votre propre dynamique pour obtenir un soutien auprès des pouvoirs publics nationaux. On ne va pas venir vous chercher pour vous donner un billet, c'est ce que je veux dire. C'est pas ça la démarche. La démarche, c'est d'avoir un certain nombre de projets. Les thématiques qui sont présentées, même si elles sont générales, sont des thématiques sur lesquelles, effectivement, quand on la décline chacun dans son activité, qu'on fabrique des composants mécaniques, des sous-systèmes, qu'on soit concepteur d'ensemble ou de pièces aéronautiques quelles qu'elles soient, on sait dans quel environnement on opère. À partir du moment où on déclare ici qu'on a besoin, fonctionnel,
qu'on a besoin de développer une technologie pour pouvoir accompagner la décarbonation du transport aérien, pour faire court. Est-ce que cette idée-là est une idée qui est contributive, sur laquelle vous n'arrivez pas à vous positionner? Ça, si vous êtes dans cette situation-là, il faut construire un projet. Quand je dis construire un projet, c'est des choses qui peuvent se faire avec Aerospace Valley, qui peuvent vous aider d'ailleurs à construire une logique comme celle-ci. Et ensuite, d'essayer de dire, ce projet-là, est-ce qu'il a une matière qui est suffisamment intéressante pour que vous disiez, j'aimerais bien bénéficier d'un soutien public pour pouvoir dérouler ma roadmap. Mais il faut que vous ayez votre roadmap vous-même. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Oui, c'est à peu près clair. La difficulté, c'est d'avoir une roadmap quand les roadmaps à côté des grosses ou des petites locomotives est un petit peu plus délicate à percevoir. Voilà. Donc, moi, je vous propose, je suis assez occupé, comme vous imaginez, comme tout le monde. Mais, je vous propose qu'on essaye de faire un point là sur votre cas particulier et qu'on essaye d'en faire un peu un cas illustratif au travers de cette roadmap. Essayons de trouver un moment pour discuter de ça. Et je pourrais passer 1 heure ou 2 avec vous sur ce sujet-là pour qu'on essaye ensemble de comprendre ce qui vous empêche de franchir ce pas-là. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose, il ne doit pas vous manquer grand-chose. Ok, je prends la proposition. C'est noté. Tout le monde, c'est tout le monde. Ok, merci à Bertrand Pavageau et à Gilles de nous avoir transmis les liens pour les initiatives pour les jeunes. C'est noté. Merci encore. Ok. Pas de questions sur l'Europe, parce que là aussi, il y aura une belle manne, je pense. Il y a une belle manne et on a eu des projets, peut-être Fabienne, si elle est toujours en ligne pour en parler, mais on a eu des projets qui ont vraiment permis à des PME, des startups de décoller ici sur Aerospace. Oui, justement, Fabien pourrait nous en parler. Il vient de prendre la parole. Chez GDTech, qui sont intégrés au projet Clean Sky. Effectivement, l'intention d'Aerospace Valley et l'équipe d'innovation dont je fais partie, on a bien l'intention de s'impliquer de nouveau dans le programme Clean Aviation qui va venir, dès qu'on aura des informations sur les appels, que ce soit les appels, les premiers appels ou les appels qui pourront suivre après de la part des grands donneurs d'ordre. Voilà, donc on va continuer ce travail qu'on a démarré depuis plusieurs années, qui je pense, porte ses fruits et intéresse nos adhérents, particulièrement les PME. Je vous signale aussi au passage que Thilo Schoenfeld, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, est point de contact national pour le transport, pour le programme Horizon Europe. Donc, lui aussi suivra activement le programme du partenariat Clean Aviation, ainsi que le programme des autres partenariats qui ont été mentionnés par Kader, à savoir le successeur de César pour l'ATM. Voilà, donc on a bien l'intention de s'impliquer. Notre travail, nous, à l'innovation, c'est de vous faire connaître ces guichets et de vous aider à y candidater, à y répondre, à monter les dossiers et bien sûr à vous mettre en partenariat aussi européen si c'est requis par l'ATM. Merci Fabienne. D'autres questions? Bon, écoutez, Serge, si tu... Merci à tous. Je ne sais pas combien on a eu de participants là. La régie, on est monté à 45. C'est pas mal. Après, je me sens 45 participants en fin de journée, c'est pas mal, oui. Écoutez, bon, mais je redis, donc il y a normalement Jennifer qui nous a gentiment organisé ce webinaire, a dû mettre un lien pour une enquête de satisfaction concernant cet atelier. Donc, merci de prendre 5 minutes à tout casser pour remplir cette enquête. Vous
j'espère que vous avez pris vos rendez-vous pour demain. Donc, ils sont toujours affichés. Et voilà, donc je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Donc, on vous remercie. Puis, je remercie Serge, Kader et Fabienne aussi, et Jennifer. Merci à tous. Et puis, on a retenu donc les liens que vous avez communiqués et la prise de rendez-vous de Serge avec GDTech, j'ai bien noté. Voilà. Merci. Et merci en tout cas de la participation. Au revoir. Merci à vous aussi.